Madame, monsieur, bonsoir. Comme tous les jeudis soirs, juste avant le week-end, c'est votre rendez-vous sportif Week-end Sport. Nous allons revenir sur toutes les compétitions de ce week-end et même les compétitions qui se sont déroulées aujourd'hui. Vous saurez tout, bien évidemment. Allez, en compact, un peu moins d'une heure, entre 55 et 60 minutes de sport. Il sera question de football avec l'événement du jour. C'est la conférence de presse de Vladimir Petkovic où il a annoncé les 25 et pas 23 joueurs qui vont donc affronter et la Guinée et l'Ouganda, deux matchs décisifs pour ces fameux 12 points qui nous qualifieront en Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique en 2026. Donc rendez-vous important, premier test officiel pour le coach bosnio-suisse à la tête de la sélection algérienne. Il sera question de Ligue 1 avec un match en retard. Je vous donne l'info tout de suite. L'USMA a été battu au stade du 20 août par Ben Aknoun. L'USMA qui ne joue plus rien. Ben Aknoun qui joue encore le maintien. Ça se jouera entre le Bayad, Ben Aknoun et le Mouliadoran, on y reviendra tout à l'heure. La Ligue 2 avec les deux nouveaux locataires de la Ligue 1, c'est officiel, Mostaganem et Akbou, on le savait déjà depuis plusieurs semaines. Il sera question de handball avec le tirage au sort des championnats du monde qui ont été effectués hier. L'Algérie jouera dans un groupe assez compliqué, on va le détailler tout à l'heure avec nos consultants. Et, on parlera et on tirera un gros chapeau à nos para-athlètes ou les athlètes paralympiques qui ont joué le championnat du monde d'athlétisme, qui ont été reçus par le ministre de la Jeunesse et des Sports à leur arrivée, avec une très très belle moisson de médailles. Il sera question également de play-off avec le handball, peut-être le week-end décisif pour Skikda qui est en tête des play-offs, et on finira avec les play-offs de volleyball. Voilà ce qui vous attend ce soir. Et encore, je ne vous ai pas tout dit, je laisse le meilleur pour que vous restiez avec nous. Et ce soir avec nous, j'ai le plaisir de recevoir, je crois que c'est la première fois qu'il y a un week-end sport, Driss Hawass qui est avec nous. Bonsoir Driss. Bonsoir Riyad, bonsoir aux téléspectateurs de Canal Algérie. Très ravi d'être avec toi sur le plateau Weekend Sport. J'espère qu'on aura une belle émission, surtout avec la presse. Alors j'espère que vous aurez du souffle parce que vous sortez de la cabine de commentaires. C'est pour ça que j'ai pas tout dit, parce qu'il y aura aussi de l'athlétisme. Vous avez commenté la Diamond League à Oslo où il y avait notre tricky national. Oui. On n'en dit pas plus. En tout cas, il y a une superbe performance à la clé. À côté de vous, c'est un footeux. C'est Ahmed Lalibi, notre consultant. Bonsoir Ahmed. Bonsoir Riyad. D'abord, très heureux de vous retrouver, de retrouver toute l'équipe et de retrouver l'émission. Merci à vous. Et en face de vous, Djilali Touzi, également consultant foot. Bonsoir Djilali. Bonsoir Riyad, bonsoir Ahmed, bonsoir cher ami Idriss, que je viens de revoir avec plaisir. Avant de commencer, je regarde la caméra et je souhaite un très bon rétablissement à notre collègue et confrère Mohamed Haouchine. Il a fait une petite intervention chirurgicale et ça se passe très bien. On s'est enquéré de sa santé et je suis sûr qu'il nous regarde. Ce soir, nous sommes en direct. Voilà, messieurs. Donc, un petit coucou à Mohamed Haouchine et on va commencer par le foot et par cette conférence de presse de Petkovic. Tout de suite, jingle, équipe nationale. Avant de décortiquer cette liste avec vous, messieurs, la liste choisie par l'entraîneur national, on va écouter le résumé de tout ce qui a été dit dans cette conférence de presse. Un compte-rendu, commentaire signé Sarah Delbal. Pour ses deux premiers rendez-vous officiels, le coach national Vladimir Petkovic a dévoilé une liste de 25 joueurs, dont 4 évoluant en championnat local. Un nouveau joueur fait partie de cette liste. Il s'agit du défenseur central du Shabab Riyadi de Belouizdad, Shoaib Keddad. Comme j'avais déjà dit après le premier stage, l'idée c'est de donner un système qui puisse donner la possibilité d'avoir les joueurs qui vont mieux ensemble. On a convoqué 23 joueurs, 25 pour l'instant, c'est le total des joueurs convoqués. C'est les joueurs que selon le coach vont mieux ensemble.
Ce n'est pas par hasard que j'ai fait ce choix. Déjà pendant le mois de mars, j'ai reçu les justes réponses qui m'ont démontré que ce choix pourrait être le choix le meilleur pour de cette façon que vraiment il y a une cohésion à l'intérieur de l'équipe. C'est bien clair, il y a d'autres joueurs qui auraient mérité la convocation, mais pour l'instant, pour ce stage, pour ces 2 matchs, les joueurs que j'ai convoqués sont les joueurs que, selon moi, maintenant, ce sont les joueurs qui mieux ensemble peuvent nous donner de la satisfaction. Les joueurs qui vont mieux ensemble avec un objectif bien clair de gagner ces 2 matchs et de nous mettre plus proches à la prochain championnat du monde. Cette liste est marquée par l'absence de Riyad Mahrez, Youssef Belaïdi, Islam Slimani, Sofiane Ferrouli et Fares Chaibi. Rami Ben Sebaini n'a pas été convoqué à cause de sa blessure. Hicham Boudaoui, Bachir Belloumi, Rafiq Guitane, Himad Abdelli, Badreddin Bouannani et Amir Sarioud sont également absents. Pareil pour Adam Zorgan, présent en mars dernier. J'ai mis le nom de Marès dans la liste élargie. Au mois de mars, le coach avait discuté avec le joueur. Le joueur avait demandé de ne pas participer au stage du mois de mars parce qu'il n'était pas dans la condition d'être présent. Le choix que j'ai fait, c'est de ne pas le convoquer parce que dans l'équipe, on a déjà d'autres joueurs qui ont les mêmes caractéristiques et qui vont bien dans le groupe. Et je vais aussi ajouter que quand même, le joueur il a aussi eu des problèmes au niveau de la discipline, mais aussi pour Belaïdi, exactement comme Bounarès, la porte elle est ouverte. Les Verts joueront le premier match le 6 juin prochain devant la Guinée à Baraki, puis se déplaceront à Kampala pour défier l'Ouganda le 10 du même mois, avec l'ambition de conserver la première place du groupe. Voilà donc, messieurs, une liste tant attendue. Pas trop de surprises parce qu'on savait qu'il allait garder à peu près l'équipe qui avait avec lui le premier contact. C'était en mars, Ferrandan, pendant la double confrontation Bolivie-Afrique du Sud. Mais il y a quand même quelques absents surprenants et un nouveau à l'arrivée en défense. Ahmed, votre réaction? Oui, enfin, ouf, la liste est tombée parce que tout le monde attendait cette liste tant attendue. Je pense qu'aujourd'hui, le sélectionneur... Avant que vous continuiez, moi, je voudrais donner d'abord un bon point. Le fait d'annoncer la liste dans une conférence de presse et pas un communiqué comme ça qui sort sur Internet et que les rédactions le commentent à l'avance. Beaucoup de sélectionneurs, les grands sélectionneurs des grandes sélections, annoncent la sélection en direct devant la presse. Donc c'est un bon point. C'est bien, c'est une nouveauté pour nous. Maintenant, parler de la sélection algérienne avec les différents joueurs qui ont été convoqués par Petkovic, il y a 25, il y a 8 attaquants, 3 gardiens de but, 9 défenseurs et 5 milieux de terrain. Maintenant, tout le monde a tenté cette liste, Riyad. Il y a des gens qui ont été satisfaits de la présence de certains, d'autres non. C'est ça une liste de joueurs sélectionnés. Mais je pense que M. Petkovic aujourd'hui a mis, si vous voulez, beaucoup de choses dans le bon sens. Il a répondu à toutes les questions dont il a été questionné. À chaque question, il a trouvé une réponse. C'est vrai que quand on est sélectionneur, on choisit et quand on choisit, on élimine. Maintenant, cette liste qui est composée de 25 joueurs, c'est toute la philosophie de ce Petkovic, c'est toute sa réflexion qui est mise en jeu. Maintenant, parler des absents, on peut en parler pendant longtemps, mais ce qu'il faut parler, il faut beaucoup plus parler des joueurs qu'il a convoqués. Alors, avant de me retourner vers Djilali, ensuite Driss, il est très difficile de critiquer une liste, comme il est facile aussi de la critiquer. Mais la seule personne qui est payée pour justement, ça s'appelle un sélectionneur, ça ne s'appelle pas un entraîneur. Il est choisi pour sélectionner, il est payé pour ça. Et si on critique, après, on est dans une position assez compliquée. S'il réussit son pari, tous les critiques, ils auront tout faux. Et s'il perd son pari, ben, il sera jugé sur ses choix, Djilali. De toute façon, moi je dirais, par rapport à les sélectionnés, c'était prévisible et c'était sans surprise parce que 98% des joueurs ont été déjà au dernier stage au mois de Ramadan. Donc pour moi c'est sans surprise, peut-être à l'exception de Kuddet du CRB et Ben Nasser qui est de retour et qui pète la forme. Donc je dirais que c'était prévisible. Reste maintenant Kuddet. Pourquoi Kuddet? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a joué la CHAN
aux côtés de Belhaïd. Donc ça peut être une solution sur le plan défensif surtout. Ce qui nous concerne beaucoup plus, nos imperfections et nos lacunes sont beaucoup plus sur le plan dans l'animation et dans la dynamique collective sur le plan défensif. Vous avez raison, mais il serait vraiment étonnant, parce que ça, c'est pas des matchs amicaux. Les 2 matchs sont qualificatifs pour la Coupe du Monde. Il serait étonnant de voir sur les 2 matchs alignés Belhaïd et Keddel. Ce serait vraiment étonnant. Oui, c'est un choix qui serait peut-être, je dirais, risqué et difficile, mais en football, on ne peut pas prévoir. Donc, certes, on a une idée sur chaque joueur. Il est sélectionneur national, donc il assume pleinement ses choix. Mais apparemment, à mon avis, c'est la liste qui était attendue. Donc, il assume ses choix et je pense que c'est les meilleurs. Et les joueurs qui ont le plus de temps, les joueurs qui sont performants actuellement, qui sont sélectionnés. Je me retourne vers Driss Hawass. Vous qui avez, on va dire, chapeauté, entouré beaucoup d'athlètes jusqu'à des compétitions de très haut niveau, je pense aux Jeux Olympiques. Il y a on en parlait souvent avec Djilali, il y a un turnover dans cette équipe. Il y a des nouveaux qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Et ces 2 matchs, ils ont une importance pas décisive, mais capitale. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir peur du fait que l'enjeu mette ces nouveaux capés sous pression? Déjà, il faut rétablir une certaine théorie. C'est l'entraîneur, c'est-à-dire le métier d'entraîneur, c'est un métier de choix. C'est-à-dire n'importe quelle personne, quel que soit journaliste ou sympathisant ou quelqu'un, un supporter, ne peut pas juger le choix d'un entraîneur. Surtout dans ces moments-là, exemple, à la veille de 2 matchs. Je dirais peut-être ça peut être décisif pour la qualification. C'est très simple, 12 points, on va en Coupe du Monde. Exactement. C'est-à-dire, maintenant l'Algérie est en première position. Petkovic a fait une revue d'effectifs. Il a fait sa propre évaluation sur les joueurs. Dans une équipe, il y a des joueurs qui partent, qui reviennent. Je pense qu'il assumera ses choix. Maintenant, il est responsable de ses choix. Il assumera, quels que soient les résultats. Je pense que sur ce plan-là, Petkovic, je crois qu'il a fait une évaluation objective. La plupart des... Bon, je parlerai surtout des joueurs qui n'ont pas été convoqués. Je ne citerai pas les noms, mais une chose est sûre, c'est qu'il a pris les meilleurs, les plus en forme. Les meilleurs du moment, comme on dit. Voilà, les plus en forme du moment. Actuellement, surtout, à la veille d'un match, je peux dire que le match de la Guinée peut être décisif. Parce que quel que soit je pense qu'avec une victoire, on aura une idée sur la situation du groupe et les chances de l'Algérie pour la qualification à la Coupe du Monde. Et c'est le plus gros morceau du groupe, la Guinée. D'autant plus que la Guinée, c'est notre concurrent direct. C'est un match à 6 points. Alors, si on gagne, on les distance de 6 points. Il y a un paramètre supplémentaire, c'est que l'équipe nationale va jouer au stade Mandela 2 fois. Le stade de Kampala aussi s'appelle le stade Nelson Mandela, donc peut-être que ça porte chance, le leader sud-africain, perd son âme, nous portera chance. On va rester avec cette liste et l'enjeu de ces 2 matchs, c'est le sujet même de l'œil du coach choisi par Djilali cette semaine. Jingle, l'œil du coach. Alors je me demandais comment j'allais vous présenter sur cette chronique et je viens de finir par trouver. Alors pour vous mettre dans situation, on n'est pas parti en Russie, on n'est pas parti au Qatar, ça fait 8 ans, ça fait beaucoup et en 2 matchs, on a la chance de renouer avec le très haut niveau du football mondial. Cette fois, c'est complètement différent parce que ce qui est important, c'est l'importance des 2 matchs qui arrivent. Je peux dire qu'à travers ces 2 matchs, la qualification peut être assurée. Donc je dirais que c'est 6 points qui ont de l'importance. Surtout, c'est la seule équipe du groupe qui a 6 points. Et peut-être c'est la seule équipe de tous les groupes. De tous les groupes qui a 6 points. Donc en cas de victoire, peut-être l'équipe nationale fera le break. Donc c'est très important. Donc c'est une étape très cruciale, échéance capitale pour la suite de la qualification. Donc il ne faut pas oublier aussi que l'équipe nationale est en pleine phase de transition et en pleine phase de reconstruction. Oui, c'est très important parce que je pense que le moment est mal choisi, mais il faut faire avec.
Donc je dirais qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des joueurs cadres qui sont partis. Donc maintenant, il y a une amalgame de joueurs d'expérience et de jeunes joueurs qui arrivent, qui sont des joueurs talentueux. Et qui ont faim. Qui ont faim, talentueux, d'un niveau technique très appréciable. Donc il faudra que ces joueurs soient bien pris en considération et surtout les mettre dans des bonnes conditions. Il faut trouver cet amalgame ancien et nouveaux joueurs et trouver la bonne formule pour le sélectionneur national pour pouvoir aller de l'avant. Donc je dirais que le plus important, ce qui a été démontré lors du précédent stage, on a démontré qu'il y avait cet état d'esprit, qu'il y avait de la volonté de bien faire et d'aller de l'avant, ce qui est important dans ce genre de situation. Ou qui jouent à l'étranger, pardon, ou les footballeurs d'ici, mais ce serait bien pour notre football, notre formation. On va rester avec le foot, messieurs, pas trop longtemps. On va rester avec les équipes nationales pour parler des filles. Djilali, nos filles sont en regroupement. Djilali, il est à côté. Pardon, Ahmed, je m'emmène les personnes. Il faut que je mette mes lunettes, moi, pour que je puisse réfléchir. Vous avez tous vos lunettes, moi les miennes, je les mets et je les enlève. Alors elles sont à Blida. Hier, elles ont fait une séance de travail technico-tactique avec Khalid Benstiti, le sélectionneur national. Il ne faut pas que j'oublie sélectionneur national parce que c'est lui qui choisit la plus grande partie des joueuses, c'est des joueuses pro, et elles vont ponctuer leur stage avec 2 matchs face aux 2 meilleurs clubs du pays. C'est celles qui ont joué la finale, c'est Akbou et le CS Constantine. Oui, c'est vrai, cette équipe nationale dérivée par M. Philippe Benstiti entame son 2e stage avec la convocation de 27 joueuses. Il faut souligner une chose, qu'il y a uniquement 2 joueuses locales qui sont parmi les 27. Il s'agit de Ayedi Rania de Akbou et de Aloua Chouassila de Akbou. Et puis l'entraîneur Benstiti a programmé les 2 matchs, le 31 mai contre le CSC et juste après contre le 3 juin Akbou. À Tchaker. Oui, c'est 2 équipes qui ont animé la finale de la Coupe d'Algérie au stade de Luiba. Maintenant, qui a commenté Idriss Hawaz avec Sarah Delbal, si je ne me trompe pas. Oui. Ahmed avec Sarah Delbal. On a passé un bon après-midi ensemble pour rester dans... Ah non, c'était sur TV6. Parce que moi, je zappais entre les deux. Entre Ahmed... Avec Walid Farhat. Voilà, entre Ahmed et Idriss. Et moi, j'étais avec Sarah Delbal. Donc, pour rester dans la ligne de cette équipe nationale, donc, moi, j'aurais souhaité avoir... 2 confrontations contre les équipes africaines, parce que ça donne un peu si vous voulez, l'odeur de cette Coupe d'Afrique. Peut-être que faute de temps, faute de moyens, on n'a pas su comment faire les 2 matchs. Donc Benstiti s'est penché beaucoup plus sur les 2 meilleures équipes de cette sélection qui sont le CSC et le Akbou. Je pense que c'est une préparation qui va permettre à Benstiti. Vous avez dit tout à l'heure, il a fait une séance technico-tactique. Vous savez, quand vous êtes en sélection nationale, féminine ou garçon, toutes les séances, c'est du technico-tactique. Ah oui, je ne suis pas coach, c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs. Alors juste une question, à vous deux, hein, messieurs, généralement les féminines, déjà elles ont du mal à se qualifier en Coupe d'Afrique des Nations, et si jamais elles y sont, le niveau africain est vraiment... Très élevé par rapport au nôtre. Avant de penser au niveau mondial, qu'est-ce qu'il faudrait pour monter plus haut et arriver aux équipes comme le Nigeria, comme le Ghana, comme l'Afrique du Sud qui nous avaient, souvenez-vous, sortis déjà de la Coupe, avant de se qualifier la Coupe d'Afrique des Nations? Oui, vous savez, maintenant c'est une question très intéressante. Je pense que si on doit parler de championnat local, c'est un championnat qui, je dirais, pour ne pas dire faible, je dirais juste moyen, parce que les séances d'entraînement ne sont pas faites dans le bon sens, le choix des techniciens n'est pas dans le bon sens, puis la Ligue de football féminin ne joue pas assez le jeu. Vous savez, quand vous avez un repos de 4 à 5 mois, ce que j'appelle moi la période transitoire, c'est dans cette période que toutes les joueuses algériennes, je parle locales, elles perdent tout ce qui a été fait réaliser comme travail physique. Tout le bénéfice du travail fait. Tout à fait. Maintenant, moi j'ai toujours dit qu'on doit se pencher sur cette période transitoire qui est très importante. Maintenant, je pense que M. Benstiti a vu juste
en composant avec la totalité des joueuses qui sont sélectionnées. C'est des joueuses qui jouent à l'OM de Marseille, RC Lens, Metz, FC Fleury, pas mal des équipes européennes professionnelles. Je pense qu'avec ces joueuses 25, il a la possibilité de rivaliser un peu avec certains pays africains qui ont beaucoup plus, indépendamment du facteur technico-tactique, ils ont cette capacité de la puissance. Alors, c'est la question d'ailleurs que j'allais voir presque tendre la perche à Delis, ensuite je reviendrai à vous, Djilali. Est-ce que vous connaissez le niveau du football féminin local? Est-ce qu'il faudrait faire, est-ce qu'on est obligé de faire comme les garçons, avoir une armada formée à l'étranger et qui évolue dans des joueurs pros pour aller espérer, comme l'a fait l'équipe nationale en 2019, aller chercher le haut niveau africain? Riyad, peut-être je vais vous surprendre. Ça fait 10 ans que je travaille dans le foot féminin. Et je suis l'un des rares techniciens qui est resté le plus longtemps dans Vous le me foot. surprenez toujours de toute Il n'y façon. a pas de problème. Eh ben, cette année, j'ai eu l'occasion d'aller voir les matchs d'Arbo, et de CSC, et Alger Centre, et même l'équipe de CRB. Moi, je suis tout le temps le foot féminin, parce que je suis pas, je ne viens pas parler dans les plateaux pour parler. J'ai mon avis à donner sur le foot féminin. Ben, c'est pour ça que je vous ai posé la question. Cette année, même mon ami Ahmed, c'est lui qui m'a ramené dans le foot féminin parce qu'il était entraîneur de Alger Centre où son équipe gagnait des titres sur le plan national et même elle a gagné une compétition au niveau maghrébin, voilà, l'UNAF. C'était l'ex-UNAF, maintenant l'UNAF. Je pense quand même que la problématique du développement du foot féminin, c'est la responsabilité de la fédération, de la direction technique. Qu'est-ce qu'elle a fait la direction technique pendant ces années-là? Il y avait un département, je le dis maintenant, je dois le dire honnêtement, qu'est-ce qu'on a fait pour le foot féminin depuis l'installation de ce département de développement du foot féminin en 96, depuis 96? Première question. Deuxième question. Maintenant, le foot féminin, on a choisi la solution. Dans 2 ans, ça fera presque 30 ans. Oui. Les gens qui étaient, les personnes qui étaient responsables de ce département, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le foot féminin? Ça, quand on doit faire un bilan, c'est comme ça qu'on a eu tous les entraîneurs nationaux qui sont passés en équipe. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le foot féminin? Il y avait même la compétition. Qu'est-ce qu'on a fait pour développer le système de compétition dans le foot féminin? Ça, c'est des questions que la fédération actuelle, la direction technique nationale doit se pencher. Ça, bon, je pense qu'il y a la question là et la réponse dedans. Concernant cette année, moi j'ai eu l'occasion de voir le championnat national. Il y a eu de très bons joueuses qui jouent au championnat national. Maintenant, ils sont démotivés. Pourquoi? Pourquoi ils sont démotivés? Parce qu'il y a des joueuses qui viennent de l'outre-Atlantique, l'autre côté de la Méditerranée. L'autre côté de la Méditerranée, et qui n'ont pas peut-être le niveau de jouer en équipe nationale et on les sélectionne. Parce qu'il y a des joueuses ici en Algérie. En fait, vous dites que c'est le même sentiment que pour les garçons. Hein? Oui, non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Moi, j'ai vu l'effectif de l'équipe nationale. C'est vrai, peut-être les titulaires, il y a de très bons joueurs. Je parlerai de Kershoni, je parlerai de la gardienne de but Chloé Ngazé, je parlerai, mais il y a des joueuses en Algérie qu'on n'a pas donné la chance. Je vais vous surprendre une autre fois. Pour vous, c'est normal, une finale de Coupe d'Algérie, le sélectionneur national n'assiste pas à... Ça, par contre, c'est pas normal. Regarde, donc, maintenant, si on parle les choses dans le vrai, on doit dire les vérités. Maintenant... En fait, l'absence du sélectionneur, ça veut dire les joueuses locales ne m'intéressent pas. Voilà, ne m'intéressent pas. Et moi, j'ai discuté avec les filles qui ont joué la finale, parce que je connais pas mal de joueuses. Il y a des joueuses qui ont joué au niveau de mon club, à Alger Centre. Eh bien, ils étaient démotivés complètement. C'est-à-dire, quand ils viennent en finale, une finale que 44 millions d'Algériens ont vue, et l'entraîneur national absent. Maintenant, je pose la question à la DTN. Qu'est-ce qu'elle a fait, la DTN, pour le remettre à sa place? Je le dis. Qu'est-ce qu'elle a fait? On aura bien compris, votre coup de gueule, il est passé. Non, pour terminer. Rapidement, parce que la montre... Pour le foot féminin, je le dis. Maintenant, il faut une refonte totale.
du foot féminin en Algérie. On doit commencer par les jeunes. Et surtout, dès maintenant, la seule solution, si on peut sauver le foot féminin, c'est l'académie. Les filles en jeunes, parce qu'il y a les contenus d'entraînement qui n'existent pas en petite catégorie, parce qu'on s'entraîne 1 fois, 2 fois par semaine et on joue. C'est ce qu'a dit Djilali, un problème de technicien aussi. Voilà, deuxième chose. Ahmed, pardon. Deuxième chose. Djilali, moi je sais pas. Deuxième chose, il faut que l'académie, c'est-à-dire avec un volume d'entraînement pour les jeunes du U15, on peut avoir dans 2 ans, 4 ans, des équipes nationales U17. Merci. Leur tour rapidement, Djilali, parce qu'on va passer à la Ligue 1. Je ne vais pas m'attarder, Riyad, si tu permets, juste un constat. Ce qui se... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. Pour cette sélection nationale qui est qualifiée en Coupe d'Afrique des Nations, donc
le fait déjà d'avoir travaillé pendant presque une année. Donc il y a un groupe qui s'est formé. Il y a des joueuses professionnelles qui sont là depuis une année. Donc ils ont aussi sillonné toute l'Afrique à travers les qualifications. Donc il y a de l'expérience. Ils ont cette expérience africaine en plus de la formation conséquente et adéquate qu'ils ont. Donc je pense que l'équipe nationale fille est bien partie pour réaliser d'excellents résultats. De toute façon, malgré les critiques c'est toujours pour améliorer les choses. On sera toujours derrière notre sélection. Bon vent à elle. On va rester avec le football, avec un match retard de Ligue 1, le jingle Ligue 1 s'il est prêt. Et le match de mise à jour, on l'a dit tout à l'heure en titre, Ben Aknoun qui a obtenu une précieuse victoire 2-0 au stade du 20 août pour le compte de la mise à jour de la 23e journée. Les buts ont été inscrits par Hadji et Haroun, 33e et 86e. Avec ce succès, messieurs, Belabès est quand même à 3 points, elle est relégable, à 3 points de l'Bayad et du MCO, 32 pour le Bayad et le Moulia d'Oran, contre 29 ce soir après cette victoire face à l'USMA dans ce derby. Est-ce que Ben Aknoun a encore ses chances, à votre avis? Je pense que Ben Aknoun est en train de lutter pour rester en vie, mais malheureusement, quand vous avez cette possibilité que de gagner, c'est pas facile sur le plan mental. Cette équipe, si vous faites marche arrière, depuis l'arrivée de Dziri Bilal, on sent que cette équipe est en train de se reconstruire, mais malheureusement les résultats sont passés à côté. Maintenant c'est une équipe qui est livrée à elle-même, c'est une équipe qui joue sa survie, c'est très difficile, très compliqué. Malgré la victoire aujourd'hui sur l'US Alger, le AS Ben Aknoun reste toujours relégable. Rapidement, pour moi c'est une équipe qui n'abdique pas, c'est une équipe qui est en train de se battre pour se maintenir. La preuve, même s'ils ont perdu le dernier match à Oran, ils ont perdu avec je dirais, avec honneur. Ils ont fait un match excellent, même malgré la défaite. Aujourd'hui, ils ont gagné, donc ils gardent toutes leurs chances pour rester en 2-1. Je pense que ça va se jouer jusqu'à l'ultime journée. Rapidement, Delis, je ne vais pas vous demander un commentaire sur la survie de Ben Aknoun. On l'a eu avec les deux experts de foot. Je vais vous parler de cette équipe de l'USMA qui... du sommet de l'Afrique cette année, elle finit vraiment très mal cette saison puisqu'elle ne joue plus rien. Honnêtement, l'USMA cette année, sa situation me fait très mal. Honnêtement, je parle de moi-même. Pourquoi? L'USMA, c'est une grande équipe avec tous les moyens qu'elle a. Dommage qu'elle est passée à côté cette année. Bon, c'est vrai, peut-être l'histoire de la demi-finale de la Coupe d'Afrique, peut-être, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a eu des mauvais choix de recrutement. Il y a eu beaucoup de choses. J'espère que les responsables de l'USMA, même, je pense surtout, je vais parler surtout de la galerie, surtout des supporters, c'est dans ce moment qu'ils doivent être solidaires avec leur équipe. Il faut soutenir l'équipe, quels que soient les joueurs, quels que soient les dirigeants. La solidarité doit se montrer dans ces moments-là, parce que l'USMA, c'est une grande équipe et restera une grande équipe, parce que les grandes équipes ne meurent jamais. On restera sur ce mot, on va parler toujours de football, mais cette fois-ci de Ligue 2, c'est l'épilogue. En Ligue 2, tout de suite le jingle. Eh bien, l'Espérance de Mostaganem vient de rejoindre la Ligue 1. L'Espérance de Mostaganem, qui évolue dans le groupe Ouest, a battu cette semaine l'Azmo d'Oran 4-0 et elle a acté donc sa montée avec l'Olympique d'Herbo après cette journée, la 29e. Et on va regarder d'ailleurs, puisque le président de la République, on va regarder ce tweet. Le président de la République, Abdel Majid Tebboune, a félicité hier les deux équipes, l'Olympique d'Herbo et l'Espérance de Mostaganem, pour leur accession en Ligue 1, qu'il dit en substance. Mais félicitations à l'Olympique d'Herbo et à l'Espérance de Mostaganem pour avoir réussi l'accession en première division. Bonne chance aux deux équipes et félicitations également au staff technique et aux dirigeants donc de ces deux équipes. On va revenir donc à l'accession de l'ES Mostaganem et de l'Olympique Herbo avec cette petite page signée Sarah Derbat. Après 25 ans d'attente, l'Espérance de Mostaganem valide son retour parmi l'élite. Avec un parcours de champion, la meilleure attaque avec 58 réalisations, meilleure défense encaissant 10 buts seulement,
Cette équipe compte également le plus grand nombre de victoires avec 22 succès contre 6 nuls et une seule défaite. حتى يعني المنافسه هذا الموسم كانت منافسه شرسه من رايه القبه وين شفنا حتى المشوار تاعو مشوار تاع بطل. La concurrence était rude, surtout avec le Dauphin, le RC Kuba qui a fait un très beau parcours. Le nôtre n'était pas facile, mais nous avons réussi. À mon arrivée, l'équipe passait par un moment difficile, mais notre ambition était plus grande. بعدها يعني رجعنا بقوه وين كانت سلسله الانتصارات هذه هي اللي رجعت الكفه الحمد لله. L'Olympique d'Arbo, fondé en 1936, se retrouve lui aussi en Ligue 1. 21 victoires, 5 nuls et seulement 3 défaites. Un excellent parcours des Akboussiens qui réalisent une accession historique. L'équipe de Béjaïa réalise ainsi une montée impressionnante de 5 paliers de suite. كنبروك علينا الى اولمبيك داربو l'accession en première division. Ça fait 88 ans que voilà, depuis 1936, ça n'a jamais accédé. Et 5 accessions d'affilée, donc c'est pas donné à n'importe quel club باش يخدموا واش كاع. Donc انا كنبروك لا يشعب بروك سيكات الستاف تكنيك ميديكال joueurs et toute la population de la Kabylie. Après une saison mémorable marquée par une détermination sans faille, l'Olympique d'Arbo et l'Espérance de Mostaganem ont enfin atteint leur objectif avec cette accession historique qui est rien d'autre que le fruit de leur persévérance, de leur passion et du soutien indéfectible de leurs supporters, marquant le début d'une nouvelle ère de gloire pour ces clubs emblématiques. Après l'accession historique de Arbo, qui va jouer en Ligue 1 pour la première fois de son histoire, c'est le retour, Djilali, après 25 ans, de l'Espérance de Mostaganem. Consécration amplement méritée par rapport au parcours, je dirais, de champion de cette équipe, surtout meilleure défense, meilleure attaque. Dès l'entame de championnat, ils étaient premiers jusqu'à la dernière journée. Je pense que c'est complètement, amplement mérité. Et surtout, ils ont retenu surtout la leçon de la saison précédente. Donc c'est méritoire. Ahmed? Oui, je rejoins Djilali. Je pense qu'après 25 ans d'absence, cette équipe retrouve l'élite, retrouve la première ligue. Maintenant, depuis l'année passée, ils ont toujours joué les premiers rôles. Cette année, c'était un petit peu compliqué par rapport à l'année passée. Ils ont eu cette rude concurrence avec le RC Kuba. Puis, à un moment donné, ils ont compris que c'est un acquis. Maintenant, on félicite cette équipe de Mostaganem. Et puis, le plus important, Riyad, c'est que comment ils vont préparer la saison prochaine pour rester parmi l'élite. Certains n'arrivent pas à rester plus d'une année comme El Oued. Une grande ville comme Mostaganem, un grand stade qui a une histoire avec la Ligue 1 qui revient en première division. Oui, je pense que c'est une belle consécration pour l'Hawata, comme on les appelle à Mostaganem, une grande équipe qui revient. N'oublions pas quand même, en 63, je crois, elle a joué la finale de la Coupe d'Algérie. C'est une belle histoire. Je pense que l'équipe de Mostaganem elle est revenue à son niveau. Je pense quand même le niveau c'est la Nationale 1, c'est clair. Eh ben, on lui souhaite de rester en Nationale 1 et puis on espère à Arbo aussi. Arbo, la ville d'Arbo, footballistiquement, qui a réussi une saison magnifique. Football féminin, petite catégorie. Arbo est un pôle de développement sportif. Voilà. Et un grand chapeau à sa population et aussi à ses industriels aussi qui ont soutenu le club. C'est ça aussi le foot professionnel, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Voilà, félicitations aux deux équipes. Et maintenant, on va passer au handball. Jingle, handball. Handball avec peut-être un week-end décisif, avec 2 matchs en direct sur Canal Algérie, demain, vendredi, puis samedi, un match de play-off, les play-offs, que va nous décrire d'abord, avant de voir le tableau, Linda Teboul dans ce petit sujet. La JSE Skikda, en pole position après avoir enchaîné 3 victoires consécutives, affrontera ce vendredi à 15h le HBC Albière, 5e, avant d'enchaîner le 2e match contre son poursuivant direct, le M Borj Bouarerij, ce samedi. Cette 4e journée nous offre un derby entre le Dauphin, le MBBA et le CR Borj Bouarerij, 5e, avec seulement 2 points. Un duel qui promet d'être intense et chargé d'émotions entre 2 clubs voisins.
Et dans un match qui s'annonce déséquilibré entre Al-Wed, actuellement 3e au classement, et le CRB Mila, bon dernier sans aucun point, une confrontation à sens unique où l'Olympique Al-Wed aura les faveurs des pronostics. Le dernier match de ce vendredi se jouera entre le AS Ain Touta, vainqueur de la Supercoupe, et CRB Mila, une rencontre entre deux équipes proches au classement qui peut nous réserver des rebondissements inattendus. Ce week-end s'annonce très animé avec des matchs captivants au programme. Soyez au rendez-vous. Et le rendez-vous, c'est sur Canal Algérie. On va voir tout de suite le programme de ces playoffs. Ça commence demain avec la 4e journée, vendredi, à la salle Harsha Hassan, le temple du handball. Vous êtes d'accord, messieurs? Oui. La salle Harsha, avec à 15h, premier match en direct sur Canal Algérie avec le duo Salah Delben, Nordin Henni. C'est Elbiar contre Skikda. Skikda qui est en pole position, vous l'avez entendu, avec 6 points et qui voudrait engranger donc des points. Borj Bouarelij, le Mouloudia, face au CR Borj Bouarelij. C'est le derby de Borj. Juste après, à 16h30, il y aura ensuite Mila, l'Olympique El-Oued, toujours en course à 18h, et puis Ain Touta face à Oued-Liet. Samedi, autre match en direct, peut-être la consécration de Skikda face au Mouloudia de Borj Bouarelij. Ça, c'est le grand choc de la journée de demain à 15h en direct avec votre serviteur et notre géant du handball, Nordin Henni, bien évidemment, sans qui, bien évidemment, les matchs de handball n'auraient pas de saveur. L'Olympique El-Oued, le handball club d'Elbiar à 16h30, CR Borj Bouarelij, l'ES Ain Touta à 18h et le MC Oued-Liet face au CRB Mila à 19h30. Rapidement, Delis, l'année dernière, c'était la suprématie de Ain Touta. Ils ont remporté le championnat. Ils ont gagné la Supercoupe il y a une quinzaine de jours. Cette fois-ci, Skikda et même le Mouloudia de Borj pourraient chipper ce titre à Ain Touta qui est un peu en retrait. Il y a 4 équipes qui jouent le titre. Il y a Ain Touta, Mouloudia de Borj Bouarelij, l'Oued et la GSES, le Skikda. C'est vrai, Skikda a 6 points, mais elle a joué contre des équipes un peu en deçà de... Comme a dit Arroch, Sah Mazal Qaddam. Sah Mazal Qaddam. Arroch, il connaît bien le niveau des clubs, mais je pense que le match de Ain Touta contre le Mouloudia de Borj Bouarelij, il peut être décisif pour le titre. C'est vrai. Et demain, il y a un bon match entre le Bière, qui est l'handball club de Bière, et la GSES. L'handball club de Bière, je pense quand même, ses chances sont un peu réduites avec les défaites, les 2 défaites du premier tournoi. Mais je pense, d'après le programme, on attendra les 2 dernières journées pour voir le dernier week-end. Le dernier week-end, voilà. Voilà donc pour le play-off. On va rester avec le handball. On va le regarder, on va le découvrir ensemble, messieurs. Le tirage au sort donc des championnats du monde ou des mondiaux 2025. C'est les 29e championnats du monde entre le 14 janvier et le 2 février. L'Algérie dans le groupe B, Driss, avec, regardez, le Danemark, l'Italie, champion du monde, et la Tunisie, notre bête noire depuis plusieurs années. C'est un groupe difficile. On en discutait à la rédaction avec Mortal Hamani et on disait ça va être compliqué, mais en tout cas l'équation elle est simple. Il faut commencer dès maintenant à se préparer dès maintenant pour ce groupe avec qui, je ne sais pas, les dirigeants de la fédération nous écoutent, et pour préparer probablement 2 équipes qu'on pourrait battre pour passer. Le Danemark, on oublie, c'est la stratosphère, c'est un autre niveau. L'Italie et essayer de battre la Tunisie. C'est la seule solution pour espérer sortir de ce tour. Tout à fait d'accord avec toi, Riyad. Honnêtement, une belle analyse de ta part. C'est vrai, le Danemark, on n'a pas à en parler, c'est le champion du monde de la dernière édition. Par rapport à la Tunisie, il est allé. Je parle de la Tunisie. On n'est pas loin de la Tunisie. Avec cette équipe, avec cette belle génération qu'on a, on a de très bons joueurs. On est vice-champion d'Afrique. Oui, c'est vrai. Maintenant, on doit se remettre à travailler dès maintenant. On n'attendra pas les dates IHF pour se préparer. Je pense qu'on peut se préparer dès maintenant avec un bon effectif. Nous avons quelques bons joueurs dans le championnat national qui peuvent c'est-à-dire progresser avec notre équipe nationale. Et surtout, avec la pléiade de professionnels qu'on a en Europe,
Je pense quand même qu'on a de très bons joueurs, on a une très bonne équipe. Il faut se le mettre à travailler. Rendez-vous donc début janvier pour le championnat du monde. Le travail commence dès maintenant. Et bien sûr, l'objectif, c'est de réussir à battre les Tunisiens. C'est comme ça qu'on passera au deuxième tour, sinon il ne faut pas y compter. Les matchs se joueront, messieurs, à, je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas, à Herning. C'est au Danemark, donc pour ce groupe B. Et le tirage a été effectué à Zagreb, donc pour le handball. On va continuer à égrener, et je vais me retrouver dans mes papiers. Voilà, on va continuer avec... on va me dire si on a le jingle de l'athlétisme ou pas. Athlétisme. Et on en arrive à ce meeting de la Diamond League d'Oslo. Vous l'avez commenté tout à l'heure, juste avant le début de l'émission. Et on attendait, bien évidemment, notre Yasser Triki national. Il a reçu un coup dur la semaine dernière avec la perte de son entraîneur, Amr, Rabbi Rahmo. Et on pensait qu'il allait peut-être être affecté. Que nenni, aujourd'hui, il a fait un super concours. Non, honnêtement, aujourd'hui, il a fait une excellente performance pour un début de saison, parce qu'il vient de faire sa première compétition, c'est-à-dire en plein air. 17-25, surtout dernier ici, dans le Final 3. Je pense quand même que c'est une excellente performance, à 2 cm du champion du monde Zongo, qui a fait 17-25. Il est à 2 cm de la première place. C'est rien. En plus, dans des conditions météorologiques très difficiles, une piste mouillée avec de la pluie. Surtout sous la pluie, je pense quand même que c'est une excellente performance. Je vous assure que Tahar Triki, Inch'Allah, à la moindre occasion, il battra le record d'Algérie. C'est-à-dire 17-43, c'est pas loin. C'est-à-dire aujourd'hui, surtout c'est connu, le sautoir d'Oslo n'a pas de très bonnes caractéristiques pour la réalisation de très grandes performances. Le record du meeting, c'est 17-41. Ça veut dire que Triki n'est pas loin, et surtout dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, nous avons vu une grande performance de Yasser Tahar Triki. C'est vrai, peut-être la semaine passée, même on était partis les deux à Ouassif pour enterrer le défunt. Enterrer le défunt, surtout les condoléances à la famille. Je pense quand même à Rabbi Rahma Mustafa Ammar, c'est un grand entraîneur, un grand monsieur. Il a entraîné de très grands athlètes. Je pense que Triki, et il continuera le programme que lui a procuré Mustafa jusqu'à la fin jusqu'aux Jeux Olympiques. Il nous reste 4 minutes. La dernière question avant qu'on passe au volleyball. Je sais que vous l'avez commenté dans la cabine, comment vous l'avez senti physiquement et puis l'objectif, il ne faut pas se le cacher. On veut une médaille olympique. Est-ce qu'il a dans les jambes cette médaille olympique actuellement? Je l'ai vu à l'entraînement. J'étais l'un des rares qui était avec lui à l'entraînement. Je ne dirais pas que je l'ai corrigé. Bon, peut-être les gens vont trouver quelque chose. C'est un peu bizarre, mais j'ai eu l'occasion de faire la dernière séance technique avec lui au stade annexe le dernier samedi. Et j'ai vu qu'il a beaucoup progressé en force. En force, c'est dans sa course longiligne. Non, surtout, je parlerai de la force, surtout avec Mustafa, il a fait un excellent travail. On a discuté avec Bedro Behadjouja, il a dit qu'il avait un défaut, il se déhanchait, et maintenant il est plus droit, donc il a plus de force. Voilà, il a plus de force, et je pense que Mustafa a corrigé quelques défauts. Tant mieux pour Triki. Je pense qu'il est au niveau de 17,50 dans 2 semaines maximum. Peut-être qu'il fera plus. Et pour les Jeux Olympiques, tout se jouera lors de la finale. Inch'Allah, il va se qualifier. Et après la finale, c'est une autre question. Inch'Allah. Voilà. On croise les doigts, on voit dans toutes les caméras, même celles de côté, les doigts et même les orteils. Voilà donc pour l'athlétisme. Rapidement, allez, volleyball pour le programme des playoffs. Volleyball. Rapidement à Nice, on va voir donc les programmes des playoffs qui se joueront déjà demain, 8e journée vendredi à la salle de Birwana. L'ES L'Elma face à l'AGS Messelmoum à 17h, Moulia d'Alger au MK Milia à 19h. Et puis à la salle Zaïtri, l'AGS Oued Adouane contre l'Étoile Sportive Sétifienne à 15h. La SV Blida contre le Pokchlef, ça c'est un classique du volley, 17h. Watlemsen Tejnent à 19h. Et puis on va passer à samedi, la
9e et dernière journée de ces playoffs, à l'issue de laquelle on connaîtra le champion. Le MK Milia face à l'ES L'Elma à 13h. Sétif Mouliad Alger 15h. Tajnent Ouled Adouane à 19h. Et puis à la salle Zaïtri, Messelmoun contre l'ASV Blida, l'ASVB à 15h. Et Pokchlef Ouad Tlemcen à 17h. Ne ratez pas, pour les fans de volleyball, on saura à l'issue de ce playoff le champion de cette saison. On va terminer, messieurs, avec des champions, de vrais champions, de grands champions. C'est nos champions qui rentrent des championnats du monde de para-athlétisme. On va regarder quelques images de leur arrivée. Et à leur arrivée, c'est le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelrahman Hamad, qui les a reçus au salon d'honneur de l'aéroport Hawali Boumediene, la sélection nationale, après sa participation d'Elis à la 11e édition de ces championnats. C'était à Kobe, au Japon. Ça s'est terminé le 25 mai, qualificatif pour les Jeux paralympiques. Alors tenez-vous bien, 13 médailles d'or, 13 médailles, 5 en or, 4 en argent et 4 en bronze. Cette belle moisson, elle les classe à la 9e place parmi 9e, messieurs, parmi 104 pays. Ce n'est pas rien, c'est une énorme performance. Et les résultats, je vous rappelle que lors de la précédente édition, ils avaient terminé 22e. C'était à Paris en 2023. Un bond de la 22e jusqu'à la 9e place. Ce sera le dernier mot de l'émission pour les Paralympiques. Grand chapeau. Chapeau pour nos grands athlètes, pour nos athlètes. Jeter les Paralympiques. C'est un bon point et de bon augure pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Paralympiques, juste après les Jeux. Bien sûr. Après les valides, je pense quand même que d'excellentes performances ont été réalisées. Et la performance de Skandar, qui a record du monde et qui a couru pratiquement une course de valide. Voilà, 46-44 au 400 mètres, c'est une excellente performance. Ils peuvent faire partie d'une équipe de relais de 4x4 valides. Magnifique, magnifique athlète. Alors messieurs, pour terminer, on va parler de ces JO. C'est vrai que c'est dans 2 mois pratiquement. Un peu moins de 2 mois. On a vu Teleki aujourd'hui, on a vu la bonne performance de Sedjati cette semaine. On ne veut pas leur porter la poisse, mais ça sent bon les médailles. Et puis il est au niveau du MJS Djabel, Saïd Gamni. C'est le dernier qui a fait sonner Qassemen au Stade de France. Souvenez-vous de ce 800 mètres au championnat du monde. On aimerait bien aussi entendre Qassemen dans ce Stade de France cette fois-ci. Je l'ai dit après mon retour de Paris, que nous avons des potentialités et nous allons, Inch'Allah, l'Algérie, Qassemen, Inch'Allah, même on aura des médailles, Inch'Allah, on aura Qassemen aux Jeux Olympiques de Paris. Inch'Allah, ça fait longtemps et ça fait, messieurs, ça fera du bien au sport national. Oui, ça fait du bien, ça fait honneur au pays aussi. Puis j'espère que Qassemen ne va pas sonner qu'une seule fois, Qassemen va sonner plusieurs fois, Inch'Allah. Et surtout, je complète un peu ce qu'a dit Ahmed, c'est que cette fois-ci, ça sera en France, donc ça sera à Paris, où il ne faut pas oublier qu'il y a une énorme communauté algérienne, donc ça va permettre... je vous donne juste un aperçu, Algérie-Colombie à Lille, ouais. 40 000 personnes, 40 000 Algériens, le stade était plein. Les athlètes algériens ont beaucoup plus de chances que les autres. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci messieurs, merci, c'était un plaisir de vous avoir. Bravo, c'est une belle émission. Quand on a des chroniqueurs comme vous, c'est facile. Ahmed, merci beaucoup. Et merci. Allez-y, Ahmed. Un petit message de condoléances. Allez-y, bien sûr. C'est pour un ancien joueur de CRB qui s'appelle Mziane. On vient de l'enterrer, ça fait 4 ou 5 jours, au cimetière de Garidi. Mziane, qu'on surnomme Bouboul. Il a joué aux côtés de Hassan Almas, Selmi, Achour, Mohamed Madour, etc. La mitraillette du CRB, comme on l'appelait. Rabbi Rahmo. Djilali, merci. Merci Riyad, merci à toute l'équipe. Rendez-vous donc pour le handball ce week-end et 2 matchs de play-off demain et après-demain. Merci de votre fidélité. Passez un très bon week-end et on vous espère une très bonne semaine, bien sûr en regardant Canal Algérie. Bonsoir.